Aujourd'hui, je fête mes 36 ans. Et pour marquer ce jour spécial et ce nouveau cycle de 12 ans, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui ce que j'ai appris ces 12 dernières années. Surtout sur l'art de réaliser ses rêves et vous faire quelques petites révélations sur des choses que vous ne savez pas sur moi et qui peuvent vous servir peut-être en partage d'expérience pour la suite. Je serais très heureux aujourd'hui de partager avec vous une autre facette de moi-même, puisque maintenant ça fait presque 12 ans que je suis sur YouTube. La toute première vidéo a été publiée en 2011, après j'ai vraiment pris le rythme en 2012 et c'est vrai que quand j'avais 24 ans, c'est le moment où je me lançais dans l'entrepreneuriat, où je commençais à partager des choses et surtout où je lançais vraiment la partie contenu pour partager tout ce parcours avec vous. Et je sais qu'il y en a qui sont là depuis très longtemps, d'autres qui sont arrivés en cours de route et c'est vrai que j'ai pas mal de questions et de remarques sur d'où vient ma discipline, comment je trouve l'énergie, comment j'arrive à persévérer, quel est mon état d'esprit pour développer des projets. Et dans cette série que je fais en ce moment, qui est beaucoup plus basée sur le personnel, j'ai partagé dans une vidéo précédente, ça me tenait à cœur des réponses à vos questions sur l'argent, où j'ai partagé pas mal de choses sur mes perspectives sur l'argent, l'entrepreneuriat, etc. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de l'état d'esprit, mais aussi de comment j'ai réalisé mes rêves ces 12 dernières années. Parce que il y a 12 ans, je sortais des études et aujourd'hui, je suis entrepreneur, je voyage à travers le monde, je donne des conférences, j'ai écrit des livres. Il y a plein de choses qui se sont passées et si aujourd'hui vous avez des rêves et envie de réaliser des choses, si ça peut être un partage d'expérience, ça me tient fortement à cœur. Et c'est vrai que là où il y a aussi une mode de faire des contenus très courts avec les shorts, les reels, TikTok, etc. Moi, j'ai envie de faire des formats longs, des formats posés. Et je crois que vous aimez bien ça, les formats un petit peu discussion, on se livre, on partage. Vous avez des formats où il y a vraiment des conseils purs et là, c'est plus du partage pour ceux qui veulent aller plus loin parce que j'en ai fait ces formats-là. J'ai eu beaucoup de retours, notamment sur ma perspective sur la spiritualité, sur l'argent, sur aussi même la vie et l'entrepreneuriat. Donc c'est bien aussi par moment de se poser et de parler de choses qui sont aussi extrêmement importantes plutôt que vous faire des contenus extrêmement courts. Voici 3 étapes pour ceci ou cela. Et d'ailleurs, si oui, j'en fais aussi. Si vous me suivez sur Instagram ou TikTok, vous avez des formats courts. Avec des contenus percutants, c'est toujours mieux au quotidien, voilà un petit shot de conseils, mais vraiment là on reste posé, j'ai envie de prendre le temps. Voilà. Déjà je suis en flip, 36 ans, je me dis mince, on rentre dans la deuxième partie vers la quarantaine, donc déjà là j'ai pris un petit coup quand même, mais d'un autre côté je me dis bon, faut apprécier chaque période de la vie, faut pas avoir de regrets. Je suis très heureux de comment j'ai vécu mon enfance, la vingtaine, la première partie de la trentaine, on va dire la première moitié, et là on rentre dans la deuxième moitié. Et d'ailleurs justement, je vais en parler. Je vais parler un peu de choses, des choses que je n'ai jamais dites sur moi, et des choses aussi qui sont un petit peu plus personnelles, sans rentrer dans la vie privée. Pourquoi ? Parce que ce que vous savez pas, c'est que oui, vous voyez le Johan à travers les différents filtres, que ça soit des réseaux, des vidéos, des podcasts et tout, mais c'est même pas un huitième ou un quart de qui je suis. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de très famille, mais je ne montre pas ma famille sur mes contenus parce que forcément, c'est pas, ils ont rien à faire là, c'est ma vie privée. Je ne fais pas du vlogging, raconter ma life. Non, je parle plus d'entrepreneuriat et de croissance personnelle. J'ai également aussi, il y a un point qui est important que vous savez pas, c'est que oui, si je suis très famille, et je pense que dans mes valeurs et tout, ça doit se transmettre. Je suis quand même quelqu'un qui paraît extrêmement calme, posé, carré, clair et tout, mais j'ai quand même un côté extrêmement impulsif, un côté extrêmement où je peux prendre des décisions comme ça sur un coup de tête, où il y a beaucoup de choses que je fais de façon extrêmement intuitive, mais on la voit pas forcément, parce que forcément que ça soit dans mes programmes et mes contenus, on me dit souvent oui c'est carré, c'est droit au but, c'est simple, on sent que t'es limite une machine, tu vois, mais en fait pas du tout. J'ai un côté très machine, je vais parler de la discipline, les conseils dessus, mais j'ai un côté extrêmement impulsif et intuitif et parfois ça fait péter un câble les gens autour de moi parce que je suis capable de dire ok là on fait un événement ou là on fait un projet comme ça ou là on y va et pourquoi Johan? Parce que j'ai envie et puis let's go. Et puis je suis beaucoup plus animé par l'intuition que ce que vous voyez et beaucoup de mes contenus, beaucoup de mes idées, de mes programmes, de mes campagnes marketing, il y a toute une part d'intuition et de créativité qui vient
aussi, et c'est pour ça que quand je parle de discipline, d'énergie, d'entrepreneuriat, c'est pas que être dans une brute d'exécution, parce que vous voyez le résultat de l'exécution, vous voyez la régularité, vous voyez que je poste beaucoup de contenu, je vais vous dire aussi qu'est-ce qu'il y a derrière, mais vous ne savez pas que derrière, il y a une part exécutive, discipline, mais pour produire ça, il faut aussi toute une part créative et une part intuitive. Et les deux, l'équilibre des deux, pour moi, c'est ça qui me tient justement animé pour continuer à avancer. Et d'ailleurs, il y a deux choses dont je parle souvent, notamment pour les profils un peu atypiques, comme on dit, la multipotentialité et le fait d'être introverti et même ancien timide. Je vais y revenir, je vais en parler. Mais c'est vrai que j'ai un côté très calme, pas très... En fait, socialement, je suis à l'aise, j'ai même un réseau très très fort et comme je vous ai dit, que ça soit la famille, les amis ou même le réseau, moi j'aime avoir des relations qui soient extrêmement fortes et j'ai des gens sur qui je peux vraiment compter, j'ai des liens très très forts. Et après, j'ai des connaissances et tout, où j'ai toujours eu du respect. Et depuis très jeune, j'ai toujours été quelqu'un qui est respecté, qui respecte les autres, mais qui fait sa vie. J'appartiens pas à un groupe, je suis pas dans un cercle social, j'aime pas m'enfermer dans des groupes. Ce qui fait que j'ai un côté aussi, j'avoue, un petit peu sauvage, mais pas sauvage, juger les gens, les repousser, les critiquer, être agressif, etc. Sauvage dans le genre, je me mélange pas tout le temps avec n'importe qui, parce que il y a des fois quand j'ai du mal avec quelqu'un, que ce soit dans l'intuition, dans les valeurs ou dans le feeling, je peux pas faire semblant. Donc je suis pas quelqu'un d'hyper sociable, genre je crée du lien avec tout le monde parce que j'ai quand même ce côté sélectif qui sert mais qui peut aussi desservir, mais bon, je suis comme ça. Et c'est vrai que quand je parle de multipotentialité, tout le monde parle d'authenticité, et quand je vous dis ça, il y a ce que vous voyez à travers tous les filtres d'internet notamment, et même en présence, ce que je vais dégager, ce que je vais vous montrer, mais c'est pas qui je suis réellement. Et même vous, ce que les gens vont voir de vous de l'extérieur, dans le travail, même votre famille et tout, ils ne voient pas dans le travail. En fait, on voit tout le temps une part de nous. Donc pour moi, on est des diamants avec plusieurs facettes. Et l'authenticité, c'est ça, c'est cet ensemble-là. Nous avons aussi nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Et c'est OK. Moi, j'assume. Et franchement, depuis que j'assume aussi mes parts d'ombre, que j'assume mes faiblesses, j'assume mes défauts et que j'essaie de les corriger au maximum, mais surtout que je mise à fond sur la partie lumière, sur la partie force, sur la partie compétence, c'est vrai que ça m'a beaucoup débloqué. Et ça, c'est un point sur lequel je voulais commencer, c'est quand on se connaît, mais dans toutes ses facettes, et qu'on n'est pas à chercher à tout le temps. C'est un travail important, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'enferment dans tout le temps. J'ai une blessure, j'ai un blocage, mais émotionnellement je suis comme ça, je suis trop sensible, ou je suis introverti, et puis ils s'enferment dans ça. Mais ok, tu peux t'améliorer dessus, tu peux faire un travail sur toi et c'est bien et c'est sain, mais il faut pas non plus devenir hypocondriaque dans la croissance personnelle. Ça, c'est un gros piège. Il y en a, ils ont toujours des problèmes. Ils cherchent des problèmes et c'est jamais résolu. À un moment, il faut avancer. Et c'est pour ça que ma philosophie aussi, c'est avancer, c'est qu'on travaille sur soi et c'est important. Mais on avance, on évolue. C'est bon, ok. J'ai pas attendu de résoudre toutes mes blessures ou de casser tous mes blocages pour oser faire des choses dont je vais vous parler. Et c'est vraiment dans l'action en plus qu'on évolue et qu'on passe des caps. Donc ça me tenait à cœur de vous dire que ce que vous voyez, même de moi ou peu importe, même ce qu'on voit de vous, c'est pas l'entièreté de la réalité de la personne. Et là, si je fais ce format, surtout après 12 ans d'activité intense sur le web, où là vraiment j'ai été à fond pendant 12 ans de régularité, j'ai envie de dire, on peut fake beaucoup de choses. On peut faire semblant de s'inventer une vie, on peut faire semblant d'avoir des compétences, on peut faire semblant d'avoir éventuellement ce qu'on appelle de la preuve sociale, les gens qui nous suivent. Mais il y a un moment, la régularité, être là, tenir une certaine ligne de conduite tout en évoluant, en changeant d'avis sur certains points, c'est parce que c'est sain et c'est normal. Je pense que ça, on peut pas fake. Et je sais que sur ces 12 dernières années, ce sur quoi je suis le plus fier de moi, parce que je parle beaucoup d'échecs et tout, mais là on va parler de réussite. Vraiment, ce qui fait la différence pour réussir au-delà de l'échec. Si je suis fier de moi, c'est vraiment parce que tout ce que je croyais impossible, je l'ai réalisé. Et aussi, je suis toujours resté moi-même et j'ai été régulier. Et peu importe les résultats, j'ai jamais lâché, j'ai toujours continué. Et je voulais partager avec vous ces secrets. Je voulais partager avec vous ce qui, moi, m'anime. Après, c'est moi. Vous prenez ce qu'il y a à apprendre, adapté à vous. Mais peu importe où vous en êtes, peu importe à quel point vous vous sentez différent, peu importe comment vous vous sentez de façon globale dans la vie, j'ai envie de vous dire, tout est possible à partir du moment que vous assumez qui vous êtes et que vous faites ce qu'il y a à faire. Ces 12 dernières années, j'ai réalisé
plein de rêves. Il y a le fait aussi d'être diplômé, c'était le premier à finir mes études. C'est pas forcément un rêve, mais j'avais envie depuis très jeune de quand même faire des bonnes études. Donc j'ai fini à bac+5. Je rêvais de voyager aux États-Unis et je rêvais aussi d'aller sur un campus américain. Et j'ai eu la chance de faire un semestre à l'université de Berkeley en Californie et d'être aussi diplômé là-bas en Integrated Marketing et en négociation. J'ai également ensuite, ça c'était aussi l'un de mes plus grands rêves, c'était d'écrire un livre. J'ai écrit mon premier livre en 2014. Ensuite, j'ai écrit le Journal des succès. J'ai écrit d'autres livres, mais là, je suis en train, au moment où j'enregistre, ça fait longtemps que j'ai pas écrit de livre parce que j'étais occupé sur d'autres choses et puis surtout, j'avais pas forcément des choses à dire à travers un livre. Mais là, le but, c'est dans les 2 prochaines années de reprendre l'écriture et de sortir même plusieurs livres parce que j'adore écrire. Et j'ai commencé avec le blogging, hein. Mais ça me tenait à cœur aussi. Il y a également le fait, je rêvais d'être entrepreneur. Bon, ça, j'ai limite tendance à l'oublier, de pouvoir voyager à travers le monde. J'ai pu faire pas mal de voyages. J'ai pu partir à New York quand j'ai commencé à gagner ma vie. J'ai pu partir également faire un road trip en Californie. Et j'ai d'ailleurs fait des vlogs. J'avais fait des vidéos à l'époque. Elles n'ont pas été extrêmement vues, mais franchement, c'est mes vidéos préférées de ma chaîne. Elles ont pris un petit coup de vieux dans le style, parce que c'était le style des blogs des années 2016, des vlogs plutôt, et vraiment, je vous dis, allez voir, juste par curiosité, je vous mettrai le lien, regardez la playlist, et j'ai documenté tout le road trip, et chaque fois, je partageais des conseils. Je sais pas, ça a été un kiff, comme quoi on peut faire de son travail, même s'il n'a pas forcément extrêmement cartonné. J'ai également, ça me tenait à cœur, fait des conférences et je rêvais de pouvoir faire des conférences, d'être conférencier. J'ai commencé à faire une tournée de conférences à l'Audace. J'ai annoncé à mon audience, ok, je passe dans toutes les villes et les gens ont suivi. Il y a eu des villes où il y a eu beaucoup de monde. J'ai aussi documenté la tournée Game Entrepreneur de 2018. Ensuite, j'ai enchaîné sur un gros événement, le Game Entrepreneur Live. Mais au-delà de tous ces rêves, quand on voit une bucket list où on coche les cases, bon, c'est cool, hein, ça fait plaisir et franchement, il y a plein de cases que j'ai cochées, j'ai aucun regret. Je rêvais aussi, hein, mais ça c'est plus un kiff matériel. Pour moi, c'est pas plus important que le reste et les expériences. Je voulais à un moment une Tesla et j'ai eu ma Tesla. Il y a des petits kiffs comme ça, hein, mais pour moi c'est pas important parce que peut-être dans 3-4 ans je vais changer, je m'en fous. Mais c'est pour dire que généralement tout ce dont je rêvais, franchement je l'ai réalisé. Et j'ai encore des rêves pour la suite et je compte faire ce qu'il faut pour les réaliser, mais pas dans l'attente du résultat et c'est fait, mais plus dans ça fait du bien tu te réveilles le matin, tu as un rêve et tu travailles pour ça. Et je crois que être dans le flow de ça, c'est ça qui rend vraiment heureux et qui motive à se lever le matin. Et également, il y a aussi un des rêves qui était très important pour moi parce que c'est pas un rêve qu'on coche, c'est la régularité et la longueur. Et rien que le fait d'avoir, et ça me tient vraiment à cœur de le partager, d'avoir maintenu une ligne de conduite, d'avoir maintenu un business qui tourne, d'avoir maintenu une régularité sur toutes ces années, je crois que ça aussi c'est un rêve parce que devenir libre, faire ce qu'on kiffe et tout c'est une chose, mais savoir le garder aussi longtemps et savoir maintenir ça et continuer d'avancer. Moi je suis plus, vraiment je vous le dis de façon honnête, j'ai pas cherché la croissance explosive et tout, j'ai pu chercher ce qu'on appelle le slow growth, ça veut dire une croissance plutôt lente mais saine. J'évolue, j'apprends sur moi. Je suis pas là. Après, c'est vrai qu'il y a des petits paliers, il y a des choses. Je vais vous en parler, comment casser les paliers. Mais moi, je suis pas dans le truc de la course aux chiffres, à la croissance. C'est plus un jeu. Du moment que je m'amuse, que je sens que je progresse, et si je progresse pas sur des résultats, j'ai progressé sur moi et j'ai appris des choses et j'explore et voilà. En fait, c'est ça la vie, c'est explorer. Et chez les multipotentiels aussi, c'est ça, c'est qu'on aime toucher à tout. Je sais que peut-être que si j'avais pas ce trait de multipotentialité, j'aurais pu aller beaucoup plus loin dans une direction, mais c'est pas moi et moi je suis malheureux quand je reste enfermé dans un truc. Donc moi je suis très heureux de tout ce que j'ai accompli et aujourd'hui je voulais partager avec vous vraiment, on va dire, 7 piliers qui chez moi font la différence et sur la discipline, sur l'énergie, sur la mise en pratique, sur comment vraiment partir de zéro et les étapes que j'ai suivies, sur la partie la personnalité introvertie, atypique, multipotentielle et puis surtout sur un point qui est clé, c'est de rester soi, de rester en équilibre avec qui on est, avec ses valeurs, être en paix. La paix, ça n'a pas de prix. Aucun argent, aucune relation, rien ne nous donne la paix. La paix, elle vient de nous. Et vraiment, au bout de 12 ans, j'ai traversé des périodes difficiles aussi, comme tout le monde. Mais je crois que j'ai quand même
et j'ai beaucoup de gratitude aujourd'hui. Enfin, j'ai quand même acquis une certaine sérénité sur mes compétences, sur la confiance. Et puis, malgré tout ce qui arrive, la vie est ce qu'elle est. On continue d'avancer. Et puis, pour ceux qui veulent, on avance ensemble. Donc, je voulais quand même revenir. Parce que j'ai dit, là, je fais un format long, j'ai envie de poser les choses. Pour que vous compreniez tout ça, il faut quand même revenir sur mon histoire et mon parcours. Et dont des points dont j'ai peut-être parlé une fois ou deux fois, mais pas beaucoup, dont j'ai peut-être pas parlé, je sais pas comment vous me suivez, si vous me connaissez. Mais en tout cas, c'est important que j'en parle. Juste avant, j'avais complètement oublié, comme j'ai dit là, je suis presque en freestyle. J'avais complètement oublié de vous dire que j'ai fait des petites promos sur les sujets qui me tiennent à cœur, notamment le temps, organisation, sur l'argent, parce que c'est important aussi, sur la discipline, et sur les profils atypiques. Donc je vous ai fait des petites promos sur les programmes qui répondent à ces besoins. Vous allez voir en descriptif et je pense que vous allez surkiffer. Allez voir, c'est en descriptif et si vous voulez des petites promos l'anniversaire sur des programmes que j'ai créés, j'ai mis les programmes qui sont les plus puissants les dernières années et qui ont aidé le plus mes clients. Donc allez voir si vraiment vous aimez soit mes programmes ou ma philosophie et que vous voulez aller plus loin sur ces points-là. C'est en descriptif. Donc, je disais mon histoire. Déjà, pour commencer, je vais aller très vite, je vais pas rentrer dans tous les détails. Déjà, moi, je suis né en Martinique. J'ai grandi dans une famille grande gratitude, très aimante. Je viens pas d'une famille riche, mais j'ai quand même eu ce dont j'avais besoin. Ça veut dire l'amour, la stabilité, et puis surtout, j'ai manqué de rien. J'ai mangé à ma faim. J'ai eu cette enfance qui était quand même... J'ai eu une bonne enfance, franchement. Gratitude pour ça. Parce que j'ai grandi dans un cadre agréable qui est la Martinique, qui est peut-être socialement plus dur, vous allez comprendre, sur certaines mentalités quand on est un petit peu atypique. J'ai eu des amis géniaux, j'ai des amis qui sont là depuis que je suis tout petit, qui sont encore là aujourd'hui. Je me suis fait aussi des amis au collège, au lycée, avec qui j'ai encore des bonnes relations aujourd'hui. Avec ma famille, c'est très fusionnel, je suis très famille. Et du coup, j'ai eu une enfance tranquille. J'étais le type d'enfant qui était plutôt réservé, voire même timide, mais j'avais quand même une forme de respect. J'ai déjà été délégué de ma classe et tout. J'avais des bonnes relations avec les autres. Je sais pas le timide qui était rejeté ou sur qui on envoyait des pierres, etc. C'est juste que c'était pas à l'école, c'était pendant un stage de basket. J'ai vécu du harcèlement, ça a été assez dur. Je sais pas. En fait, parfois, en groupe, ils décident que c'est toi et j'ai tout pris. Et ça m'a fait détester le basket. J'ai mis des années avant de vouloir en refaire. Comme quoi, c'est chaud. Et en plus, après, j'ai quand même grandi en étant l'enfant qui faisait sa vie, qui était plutôt geek, qui avait quand même ses amis avec qui on allait jouer au foot tous les mercredis, samedis, dimanches. Et après, mais qui était quand même électron libre. Ça veut dire que j'ai pas eu un groupe spécifique. J'en ai un petit peu souffert parfois parce que c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient très en groupe et tout, et moi j'étais toujours un petit peu à part. J'étais pas forcément le premier invité auprès des groupes. Parfois j'étais là, parfois on m'oubliait. Donc voilà, j'étais là sans être là, mais moi j'étais là physiquement dans ma vie, mais à beaucoup réfléchir sur le sens de la vie et tout. Et je me sentais quand même très en décalage. Et du coup j'ai eu un bac scientifique, et l'année de mon bac, l'année de mes 18 ans, vraiment 15 jours après que j'ai eu 18 ans, je suis né le 2 février, la preuve, je fais cette vidéo qui va sortir. Bon, j'avoue, je tourne un petit peu en avance parce que le temps qu'on fasse le montage et qu'on publie, mais cette vidéo que vous êtes en train d'écouter sort le 2 février et 15 jours après, donc le 16 février 2005, j'ai perdu ma mère. C'est arrivé très vite. Et faut savoir que ma mère, j'ai grandi avec elle, je vivais avec elle, sans rentrer dans les détails de ma vie intime, et ça regarde mes parents, mais après, encore une fois, je vous dis, j'avais des très bonnes relations avec tout le monde. C'est que j'ai perdu la personne avec qui je vivais, qui m'a éduqué, avec qui c'était très fusionnel. Et ma mère, c'était vraiment fusionnel, à 18 ans. Donc là, le cordon, hop, et c'est là que j'ai commencé à rentrer dans l'âge adulte. Et c'est vrai comment je l'ai vécu, parce qu'en fait c'est important d'en parler, j'ai pas de tabou avec notamment la mort, parce que sans rentrer dans tous les détails, faire le truc larmoyant et tout, c'est quand même quelque chose qui change une personne. Et c'est vrai que jusque-là, j'étais très fusionnel avec elle, et tant mieux parce qu'en fait, j'ai vraiment profité. Mes 18 premières années, j'ai vraiment profité à fond d'elle. Et ça, j'ai aucun regret. Parfois même, on me le reprochait. Ça veut dire que parfois, il peut arriver que d'autres personnes disent, bon,
faut le laisser un peu grandir, ou laisse-le un peu faire sa vie, ou machin, ou Johan, arrête de rester avec ta maman et tout. Non, franchement, heureusement, j'ai profité à fond d'elle. Et quand ça arrive, je crois que vraiment, en fait, il y a une forme de résilience, ces trucs, il y avait, franchement, c'était en février, je passais le bac en juin. Qu'est-ce qui a joué pour m'aider sur ça? L'entourage. Comme je vous ai dit, l'entourage était très fort. Mes amis, ma famille, j'ai eu tellement d'amour à ce moment-là. Il y en a beaucoup qu'on a tous souffert, mais cette cohérence de l'entourage, elle est très 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 importante. Et ça, c'est pour ça que moi, je me vante pas de dire je suis arrivé tout seul, etc. Non, il y a un moment, il y a des moments où oui, l'entourage peut te mettre dans la merde, mais l'entourage, il est aussi celui qui peut te sortir de situations très difficiles. On peut soi-même aussi, mais là, vraiment, je peux pas dire que j'ai pas eu ce qui m'a aidé à sortir de ça. Et encore aujourd'hui, ceux qui ont été là à ce moment, c'est les gens, non seulement sur qui, enfin, ils peuvent compter sur moi, mais aussi les gens qui sont restés très proches de moi. Donc, c'est dans les moments difficiles qu'on voit vraiment qui compte et qui est important. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris vraiment la valeur de la famille, dans le sens la valeur des amis et de la famille et des relations fortes et pas du fake. Et ensuite, donc comme je vous ai dit, j'ai plutôt eu un deuil sain et puis je pense que naturellement on est peut-être préparé psychologiquement à ça, c'est dans l'ordre peut-être des choses, même si ça arrive trop tôt. Ça peut choquer quand je dis ça, hein, mais je crois que dans ma tête, je me suis dit bon, j'ai été très triste, ça a été très dur, mais il reste t'as toute la vie devant toi, t'as 18 ans, tu commences ta vie en fait. Et qu'est-ce qu'elle aurait aimé? Donc là, j'ai passé mon bac, je suis parti faire mes études à Troyes, j'ai fait une école d'ingé, ça a été la pire année de ma vie, hein, 2005-2006, parce qu'en fait, j'avais besoin de changer d'air, je voulais vraiment quitter la Martinique, je me suis dit, bon c'est bon, après tout ça, j'avais envie de changer d'air. Et du coup, je suis parti, mais Troyes, c'est pas une ville, je crois qu'elle a bien évolué, mais à l'époque... on s'ennuyait un peu quand t'es antillais, t'arrives là, il fait froid, t'es tout seul, tu dois créer du lien et tout. Et puis en plus, j'ai découvert, il y a une sorte de choc culturel. En fait, on n'imagine pas, on se dit les Antilles, c'est la France, mais culturellement, il y a énormément de différences et j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer. J'ai appris, j'ai réussi, encore aujourd'hui, je vis en France, mais ça a été très dur, le froid, j'étais pas... Franchement, un truc tout con, on ne sait pas qu'on est... Antillais, on ne connaît pas le fait de se réveiller le matin, à part ceux qui se réveillent vraiment très tôt, aux 4-5 heures. Mais chez nous, à 6 heures, il fait jour. Toute l'année. C'est peut-être un petit peu plus long entre décembre et février, mais toute l'année, il fait jour à 6 heures. Ici, j'allais en cours, en vélo, dans le froid, il faisait nuit. Et je rentrais chez moi, il faisait nuit, j'ai pas compris. Enfin, il y a un moment, en plus, j'avais un système un peu comme la fac. Et il y a des fois où j'arrivais pas à aller en cours, j'arrivais pas à me réveiller, j'étais pas bien. Donc je vous dis, cette première année, d'ailleurs les Antillais, les premières années qu'on vit, première année loin de la famille, dans le froid, etc., avec le premier hiver, c'est toujours très dur. Il y a une phase de déprime et ça, tout le monde en parle. Hein. Toutes les générations qui partent faire leurs études en parlent. Et donc, encore une fois, ça m'a forgé. C'est vrai que je me sentais très seul à cette période. Je me suis fait des amis à Troyes et des amis que j'ai encore aujourd'hui pour certains, mais ça a été beaucoup de solitude, beaucoup de persévérance. Ensuite, j'ai eu la chance dans mes études d'arriver et de finir à Bordeaux. Et là, waouh, ça a changé la vie. Hein. Bordeaux, j'ai besoin d'avoir vraiment commencé à vivre à Bordeaux. Autre ambiance, autre dynamique et tout. Je me suis fait aussi encore des nouveaux amis qui sont des amis très proches aujourd'hui. Et Bordeaux, j'ai fini mes études. J'ai eu l'occasion de voyager pendant mes études. J'ai fait une école de commerce et on fait des stages un peu partout. J'ai fait un stage dans une start-up à Vancouver en 2009. Et là, au même moment où je faisais ce stage, j'avais commencé à ouvrir un blog. Donc j'ai dit, hein, je raconte toujours l'histoire entre fin 2008 et courant d'année 2009. J'ai commencé à tenir un blog où je partageais l'ambition de devenir entrepreneur parce que c'était dans la tête. Mais du coup, je me suis dit, ce serait cool d'avoir un stage dans une start-up ou autre pour m'imprégner. Et franchement, quand vous allez en Amérique du Nord, que vous êtes dans une start-up, et que vous voyez le mindset et qu'en plus on m'envoyait à plein d'événements entrepreneuriat, business, digital marketing et franchement il faut savoir qu'en 2009, faut mettre du contexte, le marketing digital commençait vraiment à exploser. Facebook prenait de l'ampleur mais il n'y avait pas encore tous les réseaux comme aujourd'hui et j'ai vu le truc arriver et j'étais en avance. Et ce qui fait que quand je suis rentré en France en 2009, je me suis dit je lance ma boîte pendant mes études et surtout je veux en vivre quand je prendrai mon diplôme, je veux en vivre. Donc j'ai été diplômé en 2011 et pendant la fin de mes études, j'étais étudiant mais en même temps j'avais créé
une sorte entre guillemets d'agence digitale, le truc est super à la mode maintenant aujourd'hui. Et à l'époque, on faisait de la création de sites parce qu'en fait, je bossais moi, mais j'avais quelques freelances en collaboration avec qui je bossais et je faisais du consulting, la création de site internet, optimisation des réseaux sociaux, community management avant que ça devienne vraiment le community management. Et c'est là que j'ai commencé. Et en 2011, j'ai été diplômé et en 2012 j'ai vraiment commencé à en vivre et je suis parti enfin à New York en digital nomade. Et tout le reste de l'histoire dont j'ai parlé avant, les accomplissements, ça c'est que ça a commencé là. Et c'est pour vous dire que en fait, on m'a pas donné, je suis pas né entrepreneur, je suis pas né quelqu'un qui fait du contenu comme ça, qui est à l'aise en face caméra ou qui donne des conférences et tout. Tout ça, ça a été une évolution constante et un apprentissage constant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous en parler. L'une des questions qui revient le plus, c'est où je trouve toute cette énergie, cette motivation, comment on se motive, comment j'ai tenu, même quand j'avais pas de résultats et que je bossais dans le vide, parce que franchement, pendant des années, j'en vivais pas, mais il fallait y croire pour qu'à la sortie de l'école, et même à la sortie de l'école, tous mes amis commençaient à avoir des CDI à 2000, 3000, même plus. Parfois, certains partaient à l'étranger, j'avais des salaires de dingue, et moi, j'étais dans la merde, j'avais pas droit aux aides parce que j'avais même pas encore 25 ans. Ça a été dur pour l'ego. J'ai bossé, j'ai fait de l'animation pour une agence qui bossait pour Nintendo et du coup j'étais dans un Auchan et le plus gros Auchan de Bordeaux et j'étais vraiment à l'entrée dans le passage et parfois je croisais les gens qui me connaissaient. J'avais bac+5, j'étais habillé en blanc avec un pull et les trucs Nintendo à essayer de vendre des Wii et j'ai passé mes journées à jouer à 3 jeux. Mario Kart, Mario Party, je crois, et puis il y avait un autre truc, peut-être Wii Sport, je sais plus. Enfin bref, toute la journée, c'était dur pour l'ego et t'as bac+5, les amis, ils passent, ils vont faire leurs courses et ils te voient là. Non, vraiment, je vous dis, je crois que la discipline, elle vient de. Je me rappelle tellement de cette année 2011 et de cette époque. Dans ma tête, c'était, j'y crois, je veux y arriver. Pour moi, c'est pas une option, c'est vraiment une obsession. Et à ce moment-là, il y a 3 choses. La discipline, elle ne vient pas en attendant d'être discipliné. Comme la motivation ne vient pas de la motivation. On n'est pas tous les jours motivé. On n'est pas tous les jours avec une discipline qui est là. La vraie discipline, c'est que tous les jours tu fais. Et je crois que c'est pour ça que je vous parle de régularité. Tous les jours tu fais. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, parce que sur le business, tous les jours j'ai fait ça. J'ai créé du contenu tous les jours, même si personne ne regardait. J'ai créé des programmes. J'ai foiré 3 lancements. Enfin, j'ai foiré 2 lancements et le 3e a cartonné. J'ai raconté l'histoire dans une vidéo. J'ai continué à toujours apprendre et me former. Vraiment, j'ai continué à apprendre, à essayer de comprendre les stratégies, qu'est-ce qu'on peut faire, ça marche pas, tu essaies, tu changes. Et tous les jours, j'étais là à bosser sans m'arrêter, même sans résultat. Quand j'avais pas envie, je m'y mettais quand même. Et ça, c'est ça la vraie discipline. L'exemple que je peux vous donner, c'est que j'ai eu, là, un exemple très récent. J'ai eu des tendinites aux 2 tendons du genou ça traîne franchement depuis un petit peu après le confinement, parce que pendant le confinement je me suis remis à fond au basket et j'allais jouer sur des terrains en extérieur et tout, je faisais du vélo, du basket, beaucoup de sport en extérieur et en fait je crois que j'avais pas physiquement bien musclé mes cuisses pour le basket et du coup j'ai commencé à user mon tendon et à avoir des tendinites et ça s'est installé et c'est resté. Et quand une tendinite elle s'installe et qu'elle traîne, c'est très long à guérir et on guérit pas en se reposant, on guérit en faisant du renforcement musculaire. Et du coup, j'ai vu un premier kiné, on a travaillé pendant 6 mois de kiné. Le truc, ça avance, mais c'est encore là. À un moment, j'ai abandonné. J'ai dit, laisse tomber, hein, je vais vivre avec, j'aurai mal et puis c'est tout. Et puis après, j'ai dit, non, en fait, c'est bête. Et puis j'ai dit, on va tester une autre approche. Donc j'ai vu un autre kiné et là, ça a duré franchement 4-5 mois. Toutes les semaines chez le kiné à faire les mêmes exos et tu as toujours mal et la guérison elle est lente. Et le déclic il s'est fait sur la régularité. Même il y a des fois où j'avais pas envie, faire mes exos, etc. Et puis au bout d'un moment la douleur elle a fini par partir. Et elle est partie. Mais je dois continuer à faire du renforcement musculaire. Je pense aussi passer un certain âge, ton corps est plus le même. Et si tu n'as pas de renforcement musculaire, tu es mort. Donc je crois que c'est un exemple de discipline. Le sport, c'est le meilleur exemple. C'est que tu n'as pas envie, t'y vas. Tu as envie, t'y vas. La discipline, c'est ça. Et je crois que mon énergie vient de là. C'est que l'énergie, j'attends pas de l'avoir l'énergie qui tombe du ciel. C'est
je fais, j'avance, je fais ce qu'il y a à faire, j'ai pas envie, je me force à le faire au moins à commencer, et puis après on se rend compte que sur la durée ça devient naturel, ça devient limite une compétence, hein, c'est vraiment une compétence inconsciente, et du coup on avance comme ça, et je crois qu'il n'y a pas de secret si ce n'est ça, et puis on parle beaucoup d'énergie, l'action, la motive, mais moi je fais les choses à 100%. Ça veut dire que si je suis en mode j'y vais à 100%. Si je suis en mode je me repose à 100%. Et on ne peut pas tenir un rythme comme ça tout le temps. Il faut savoir récupérer, se reposer. Donc j'ai beaucoup travaillé sur mon sommeil. J'ai beaucoup travaillé sur ma récupération. Quand je fais vraiment des pauses, il y a des jours où je fais vraiment une réelle pause. Après, dans la pratique, c'est vrai que quand on est entrepreneur, on est tout le temps en train de penser à son business, même le soir, mais c'est pas grave. Je prends des notes. Parce qu'en fait, ces pauses, elles permettent aussi au cerveau de tourner, d'avoir des idées, de l'inspiration. Donc, et c'est comme dans ces moments-là aussi, quand on fait autre chose et qu'on n'est pas acharné sur des tâches, qu'on peut avoir des belles idées qui arrivent. Donc, j'ai toujours de quoi noter avec moi, dont mon système de notes. Donc, vraiment, je crois que c'est vraiment une question d'équilibre, d'hygiène, mais aussi d'obsession. Ça veut dire que la première phase qui m'a motivé à continuer, c'était que pour moi, c'était pas optionnel. Je me suis pas laissé le choix. C'était même quand, je vous jure, je me rappelais, j'y allais en tram. Après, je prenais un bus parce qu'ils n'avaient pas encore ouvert la ligne de tram qui allait jusque là, à ce Auchan-là. Tous les jours, quand j'y allais le matin à ce travail pour jouer à la Wii, il y a pire au monde, mais au bout d'un moment, t'en as marre, hein, t'en peux plus. Quand tu vas tous les matins là et que tu penses à ton rêve que tu veux réaliser, ben en fait, dès que je rentrais le soir, je bossais. Et ça, c'était déjà en 2011, hein, mais c'était la deuxième partie de 2011, c'était l'automne. Et c'était principalement, surtout, là où je vendais les Wii, c'était avant Noël, parce que c'est la période avant les fêtes. Et ils voulaient écouler les stocks pour vendre la Wii U qui venait de sortir. Et il y a un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aussi rappelé que pendant mon stage en 2011, quand j'étais à Montréal, premier semestre 2011, j'étais à Montréal de décembre à juin pour mon stage de fin d'études. C'était pareil, quand j'allais à mon stage, j'aimais pas le rythme, mais dès que j'avais une pause, ou même le soir, je rentrais, je bossais sur mon blog. À l'époque, c'était mon blog qui commençait à monter, et je bossais aussi sur ce projet de business. Donc c'est pour vous dire que plus tôt on commence, plus on a des résultats. Et à l'époque, il n'y avait pas encore tout ce qu'on a aujourd'hui qui facilite l'accès. Alors, c'est à double tranchant. Il y avait il y avait plus de barrières à l'entrée, mais donc moins de concurrence. Aujourd'hui, moins de barrières à l'entrée, plus de concurrence. Mais franchement, j'ai aucun regret d'avoir utilisé cette période pour me lancer. Ah oui, précision quand même qui est ultra importante, c'est que j'ai quand même été forgé à la mentalité nord-américaine. J'ai parlé de Montréal, j'ai parlé de Vancouver avant, j'ai parlé de Berkeley. Franchement, cette mentalité, je l'ai acquise là. Mais je vais vous dire de façon extrêmement honnête et transparente, le vrai secret de ma discipline, de mon éthique de travail, de ma régularité, de ma volonté, de ma persévérance, vient de ma mère. C'est pour ça que ce dont je vous ai parlé avant était extrêmement important sur mon histoire. Et j'ai grandi quand même dans une famille où le sport, le dépassement de soi, le fait d'avoir une stimulation intellectuelle était quand même très importante. Et quand j'étais jeune, même mes parents me disaient pense à un métier qui t'ouvre pas des portes, t'enferme pas dans un truc comme technicien ou tout, tu seras obsolète. Lis des livres plutôt que de rester devant tes jeux, tu peux jouer mais pense à lire. Tous ces conseils-là, quand t'es ado, tu dis oh c'est bon, et puis après avec le temps tu vois l'importance du truc, mais c'est resté, je vous rassure. Pour tous ceux qui ont, je pense pas qu'ils vont voir jusque là, je sais pas, mais en tout cas, vous inquiétez pas, même les enfants, on leur dit des trucs, s'ils comprennent pas tout de suite, c'est là et ils comprendront tôt ou tard. Mais il y a aussi le sursaut d'orgueil, et je crois qu'on parle souvent de l'ego. Et on dit que l'ego est mauvais et tout. Non, il faut une part d'ego. Et moi, j'ai ce truc. C'est pas ma motivation. Hein. L'orgueil n'est pas un truc qui m'anime au quotidien. Je suis pas quelqu'un d'orgueilleux. Par contre, c'est vrai que je peux être orgueilleux quand je rencontre un frein ou un truc sur lequel je peux avoir honte. Quand je me suis retrouvé en grande surface avec des gens que je connaissais qui me voyaient comme ça, il y a eu un sursaut d'orgueil de ok, dans 1 an, dans 2 ans, je serai là. Quand je suis dans la merde ou qu'il y a un problème ou qu'il y a des périodes où j'ai manqué d'argent, sursaut d'orgueil, non, je veux pas couler, je veux pas être dans le rouge, je refuse. Donc j'ai cet orgueil par rapport au standard. Je l'ai aussi dans le sport. Si je joue au basket, si je joue au foot et qu'il y a un moment où je vois que ma performance n'est pas bonne ou qu'on me fait un reproche ou que je rate trop de paniers ou que je fais trop de merde sur le foot ou même dans le sport, je suis pas au top.
Il y a un moment, je peux vriller, je peux me dire, attends, non, c'est pas ton niveau là. Hop, et sur ce d'orgueil, et là, je passe à un autre level, et là, et parfois, ça peut arriver, hein, même dans un match et tout, et les gens ils disent, mais pourquoi? Attends, le gars, il jouait comme ça, et puis maintenant, on n'a pas compris. Et ça arrive, c'est normal, parce qu'il y a des fois, on n'est pas dedans, même dans le business, même dans les affaires, même dans la conférence. Il y a un moment, t'es pas dedans, c'est pas ton jour et tout, et puis tac. Alors, parfois, ça peut être sur une journée. T'as eu une mauvaise journée, t'étais pas dedans. Le lendemain, boum, sursaut d'orgueil. Donc, j'ai une sale journée. Ok, par contre, aujourd'hui, je décide que je vais être au top. Donc, je crois que ça, c'est important. Et l'orgueil est bien placé, pas mal placé, bien placé. Un petit coup de temps en temps, là, pour se mettre la petite claque qui va te réveiller et te remettre à ton niveau, c'est important. Et il en faut. Et ça joue énormément. Il y a un point fondamental qui est la capacité à apprendre très très vite. Et beaucoup disent, ouais, mais t'as des facilités, t'es au potentiel, ou ceci, cela, est-ce que t'es pas né avec une intelligence, machin? Écoutez, je sais pas, on aime bien dire aux gens qu'ils ont acquis, ils ont un truc qui est inné. Moi, quand je vois comment j'ai bossé dans ma vie, c'est pour ça que je voulais prendre le temps de vous raconter tout ça avant, je pense que j'ai jamais été un enfant, oui, mais je crois que c'est l'éducation. J'ai jamais été un enfant à qui on a dû forcer pour faire son travail de classe. J'étais naturellement discipliné, même dans l'apprentissage. Mais je pense que très très jeune, j'ai tellement touché à tout que je pense que j'ai développé peut-être des connexions qui me font apprendre plus vite. Ça veut dire que tout petit, j'étais ultra curieux et j'avais déjà des activités qui me stimulaient. J'ai fait des arts martiaux très très jeune. Ça, pour le corps, pour le sport, bah, ça crée des facilités. Aujourd'hui, je fais n'importe quel art martial. On me dit, ah mais t'as trop de facilité, t'apprends trop vite. Ouais, mais j'ai commencé le karaté, j'étais tout rikiki. Donc mon corps, il est habitué à apprendre des mouvements, il a des certaines... comme on appelle hein, la mémoire corporelle, etc. Enfin, tous les mouvements, les automatismes et tout. Donc forcément, pour moi, le sport est plus facile parce que j'ai fait des sports très jeunes. Pareil pour le cerveau, j'ai quand même une famille qui m'a beaucoup aidé à travailler la mémoire, l'esprit critique, m'intéresser aussi à des choses culturelles. Donc je crois que, ouais, c'est peut-être ça qui est dommage. C'est que je garde une profonde croyance. On a beau dire qu'en France, tout le monde est égaux. Mais selon le milieu où tu nais, non, nous ne sommes pas égaux. Quelqu'un qui n'a pas cette stimulation des parents, qui n'a pas peut-être des gens, ou même maintenant on a l'accès à l'information et tant mieux. Et vous avez le choix, hein, vous pouvez aller sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram pour voir les trucs qui vous éduquent. D'ailleurs, TikTok en Chine est filtré que pour l'éducation. Alors que dans le reste du monde, c'est de l'abrutissement total. Donc déjà, vous voyez le truc. Parenthèse fermée. Et voilà, vous avez le choix. Ce genre de contenu, il marche beaucoup moins bien. Mais même, hein, l'éducation marche moins bien. Le divertissement, tout, ça marche mieux. Mais pourquoi? Parce que la masse, c'est ce qu'elle veut. Mais si vous avez envie de sortir de la masse, vous ne pouvez pas vous comporter comme la masse. Donc, je crois que quand tu es dans un milieu qui te tire vers le bas, où tu as des parents qui passent leur temps à consommer, ou qui réfléchissent pas, ou qui te font pas lire, ou qui même te donnent pas la confiance en toi de pouvoir aller plus loin, etc. Si t'as pas ça qui vient de quelqu'un de l'extérieur ou de toi-même, tu as un déclic ou un sursaut d'orgueil justement, bah c'est compliqué. Donc je crois que la capacité à apprendre vite, moi, je ne crois pas que ça soit inné. Je pense que ça a été acquis. Peut-être qu'il y a une part d'inné, je sais pas, encore une fois, je sais pas. J'ai eu beaucoup d'études dessus, c'est très flou. Et par contre, s'il y a bien un truc qui revient dans les études, c'est que c'est toujours les 7 et 10 premières années de vie où là, on se forge vraiment. Donc jusqu'à 7 ans et après, ça peut aller jusqu'à la préadolescence. Donc là, le cerveau se forge vraiment. Donc s'il y a des langues à apprendre, etc., il faut le faire là. Et je crois que vraiment, ma capacité à apprendre vite vient de ma curiosité, de l'environnement que j'ai eu et aussi encore aujourd'hui d'une capacité à se bouger le cul. Parce que là où beaucoup de gens vont se dire ouais mais la courbe d'apprentissage elle est trop longue, je verrai après, je procrastine. Encore une fois, tout ce que je vous dis est dans un ordre logique. Donc tout ce que j'ai dit avant sur la discipline, ça rentre dans l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, c'est pas juste savoir. Il faut aussi faire, répéter, se planter. Donc quand toutes ces années j'ai appris sur le business, parfois par l'échec. Donc là vraiment moi je vous dis, ce qui a vraiment fait la différence, c'est ça. Et aujourd'hui, si j'apprends vite, c'est parce que j'y vais en fait.
Beaucoup de gens, ils vont rester, ouais, je sais pas, ou j'abandonne, etc. En fait, il y a déjà une minorité qui commence, la majorité des gens ne commencent même pas. Ensuite, on a une partie de ceux qui ont commencé qui continuent, mais dans ceux qui continuent, il y en a plein qui vont abandonner. Et il y a ceux qui continuent encore plus, mais qui finissent tôt ou tard par abandonner. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont encore debout. En fait, la réussite, c'est quand tu restes debout, là où tout le monde échoue. Et c'est une question de, hop, c'est comme une sorte de course sans fin. Le but, hein, c'est une image, c'est une métaphore. C'est pas, on n'est pas en train de courir en compétition avec les autres. C'est pas une course dans la vie. Mais je parle juste, c'est un marathon, la vie. Et dans des projets, ben, c'est un marathon sans fin. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Ça veut dire que ceux qui continuent, ils continuent. Et si tu as envie d'arrêter, passer à autre chose, tu vas courir une autre course. Et c'est OK. Mais je crois que ça vient vraiment de ça. Donc ma mentalité, c'est vas-y, on fait, on teste, on expérimente, on répète, on se plante, on y va. C'est comme ça que j'apprends vite. Il n'y a pas de secret. Et vraiment, j'aimerais vous dire que c'est un truc, hop, tu télécharges comme dans Matrix, dans ta tête. Non, ça marche pas comme ça. C'est beaucoup de persévérance. Si vous voulez ma méthode pour apprendre plus vite, allez voir la méthode FAST. Je vous mettrai aussi dans les programmes où je mettrai peut-être une petite promo pour l'anniversaire. Mais en tout cas, la méthode FAST, j'enseigne vraiment comment apprendre plus vite, si ça peut intéresser certains d'entre vous. Il y a forcément un point qui aurait pu être handicapant et qui est important pour vous, c'est l'aspect de la timidité. Alors, je vous dis, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai vraiment expliqué la différence entre être timide et introverti et comment surmonter la timidité. Donc, du coup, je vous mettrai le lien. Si vous voulez aller la voir, ce sera peut-être plus simple si vous voulez vraiment approfondir le sujet. Mais en tout cas, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais très timide, j'avais du mal à parler à des inconnus. Et en fait, c'est en prenant de la confiance en soi, le fait rien qu'aussi d'avoir quitté la Martinique, parce qu'en fait en Martinique, il y a un point que je voulais aborder maintenant, c'est vrai que quand on est un peu différent, c'est très dur parce que socialement aux Antilles, les gens sont très très durs. Ça veut dire que c'est très dur parfois de rentrer juste dans un cercle. Parfois vous pouvez arriver dans une soirée, les gens se connaissent et tout le monde vous regarde bizarrement. On s'intègre, on est quand même ouvert, on n'est pas non plus entièrement sauvages, mais on est quand même plus sauvage que la moyenne. Mais après c'est partout, hein. Même quand je suis arrivé à Bordeaux, il y avait beaucoup de cercles fermés, tu rentres pas comme ça. Mais ça pour vous dire qu'aux Antilles, le truc qui est le plus dur, c'est il y a beaucoup de jugements. On juge énormément aux Antilles, et vraiment, tous les Antillais le confirmeront, on se compare beaucoup, on juge beaucoup. Donc quand on est un peu différent, quand on est timide, on a toujours peur du ridicule. On a extrêmement peur du ridicule. Et quand déjà on a une personnalité timide, et qu'on est en plus dans une société où t'as pas droit à l'erreur, où on peut te ridiculiser comme ça, où les gens se moquent beaucoup, jugent beaucoup, ben forcément t'es coincé et tu te dis mais il faut vraiment pas que je fasse un truc ridicule. Et comme t'es déjà timide, ben t'es complètement bloqué et t'avances pas dans la vie. Et puis finalement en fait, t'avances, tu te fais ton cercle et tout. Mais je crois vraiment qu'il y a eu un gros déclic quand je suis parti faire mes études et que j'ai vraiment quitté la Martinique. Parce que là, t'as pas le choix. T'es obligé, en fait, avant je pouvais un petit peu compter sur la famille, les parents, l'entourage, les cousins, cousines. Une fois que t'arrives, t'es tout seul, tu dois faire tes démarches tout seul. Donc t'as pas le choix. Donc si je suis timide, comment je fais? Je meurs dans mon coin. Faut aller parler aux gens, faut sortir faire ses courses, etc. Donc je crois que ma timidité, elle a commencé à s'envoler quand j'ai pas eu le choix déjà. Et puis surtout, après, c'est une question de développer sa confiance en soi. Donc c'est un gros travail de fond. J'ai fait une vidéo dessus, si ça vous intéresse. Après, il y a un autre point qui est le fait d'être introverti. Et je différencie vraiment timidité et introversion. Être timide, c'est t'as du mal à être jugé, t'as peur de ce qu'on va penser de toi, t'as du mal à aller vers les autres, t'as presque aussi, ça peut inclure une phobie sociale. Être introverti, c'est juste t'es plus calme, plus observateur, tu parles pas beaucoup, tu laisses plutôt venir t'attirer plutôt que tu vas vers. Donc être introverti, c'est un trait de caractère qui pour moi n'est pas handicapant, là où être timide est vraiment handicapant et un frein dans la vie et quelque chose sur lequel il faut travailler. Et sur les introvertis, être introverti, j'ai appris à m'assumer. J'ai appris à être comme je suis. J'ai fait aussi, encore une fois, ces deux contenus, j'ai fait du contenu dessus. J'ai fait une vidéo sur le pouvoir des introvertis et les avantages des introvertis. Vous pourrez aller la voir aussi. Deux thématiques que j'ai beaucoup approfondies. Et ça fait une grosse différence parce que quand t'assumes que t'es comme ça, tu utilises tes forces d'observation, d'écoute, de poser les bonnes questions. Et ça m'a servi dans le business. Ça veut dire que j'ai eu une approche. Moi, je suis pas bon pour aller vendre directement à froid auprès des gens. J'ai attiré. J'ai fait une stratégie de contenu.
où les gens viennent vers moi et après je gagne la confiance comme ça. Parfois c'est plus long, hein. Forcément, j'aurais une personnalité beaucoup plus extravertie et tout. Je pense que sur des métiers comme on fait, ça va plus vite. Par contre, en étant introverti, je pense que je dure plus parce que je crée des relations plus profondes. Et mon audience, il se trouve qu'on attire les gens qui nous ressemblent, donc j'ai beaucoup d'introvertis dans mon audience. Là, comment je le sais ? J'ai vu comment les contenus dessus ont marché et les programmes que j'ai lancés sur la thématique sont ceux que j'ai le plus vendus. Comme quoi. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin et c'est des gens de l'ombre. Ça veut dire que j'ai lancé un truc sur les introvertis et j'ai eu plein de clients. Franchement, il y a eu des dizaines de clients. À un moment, on était à plus de 250. C'était un truc de malade. Et je me suis dit, mais d'où sortent ces gens? Ils sont dans mes listes, mais je les vois jamais en fait. Et parce que forcément, je suis un peu comme ça. Moi, quand je suis sur Internet, je vais pas tout commenter tout, liker tout. Je suis pas tout le temps présent. Donc, je crois qu'il y a quand même ce truc. On attire les gens qui nous ressemblent, mais oui, vous pouvez réussir en étant introverti. Allez voir les contenus que j'ai fait dessus, comme ça, j'aborde le sujet. Et pour vous dire, là, si vous voyez à temps, pour le mois de février, je vais sortir en quelque chose de nouveau et des nouveaux contenus et une série dessus pour aider encore plus ceux qui se sentent atypiques et en décalage. Donc introvertis, hypersensibles et multipotentiels. Et d'ailleurs, parlons-en des multipotentiels, la multipotentialité. Je l'ai déjà abordé un petit peu avant, en parlant un petit peu des différents projets et tout. Mais aujourd'hui, je crois que encore une fois, beaucoup en souffrent parce que c'est une question de rapport aux autres et de jugement. Je crois que le plus gros problème des multipotentiels, c'est pas le fait d'être multipotentiel, c'est la difficulté à s'assumer et le rapport avec les autres, et notamment ce que vous renvoient les autres. Forcément, quand on est multipotentiel, qu'on les touche à tout, il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre ce que vous faites, ou votre carrière, ou votre parcours, ou votre CV. Il y a beaucoup de gens qui vont vous reprocher peut-être de faire beaucoup de choses, mais d'être excellent dans rien. Ou ils vont vous dire que vous êtes instable, ou ils vont vous dire que vous avez tendance à ne pas rentrer dans une case qui peut les rassurer. Les gens ont besoin des cases pour se rassurer. Et c'est vrai que là où on peut se rendre malheureux, et beaucoup me disent qu'ils ont des problèmes avec ça et qu'ils ont du mal, c'est pas juste vis-à-vis d'eux-mêmes directement. Il y a des problématiques dont je parle dans quelques instants, mais il y a aussi le fait d'avoir besoin de se sentir compris et trouver sa place dans une société qui a besoin de cases pour être rassurée. Et je vais vous dire une chose, en réalité, c'est quand on s'assume et quand on est bien, qu'on commence à s'en foutre et que on est naturellement, quand on s'en fout et qu'on est confiant, on est plus validé par les autres. C'est comme ça. Et du coup, moi, il y a beaucoup de gens, et finalement, quand j'assume et qu'ils comprennent pas et tout ce que je fais, pourquoi je change tout le temps de trucs ou pourquoi je suis touche à tout, ils finissent par après me dire, alors c'est quoi tes nouveaux projets? Ah, t'as fait plein de trucs, et puis ils m'envient parce que je fais tellement de trucs et je kiffe en plus, c'est que je suis heureux dans tout ça, que finalement, en fait, eux, ils sont enfermés dans une case dans laquelle ils se mettent tout seuls et ils s'ennuient. Et du coup, ça intrigue. Et puis l'autre chose pour les multipotentiels, c'est aussi vous avec vous-même. Arrêtez de vous dire je suis instable, arrêtez de vous dire ouais mais j'ai aucune place dans ce monde. En fait, votre place, vous êtes déjà à votre place. Donc juste exprimez la multipotentialité en utilisant vos forces, votre exploration, tout ce qui vraiment vous tient à cœur pour pouvoir avancer, continuer en étant vous-même, en étant dans différentes passions, différentes capacités, et c'est vraiment quand on assume qu'on se débloque. Et vraiment pour vous aider, notamment sur la carrière, sur le fait de gagner confiance, etc., allez voir mon guide pour les multipotentiels. On a fait un guide. Vous allez sur multipotentiel.net. Vous pourrez, si vous voulez faire le test, si vous comprenez pas trop ce que c'est, pour savoir si vous êtes multipotentiel. Mais vous avez aussi mon guide qui est gratuit. Et le guide, vous pouvez le prendre, c'est un guide PDF, même sans mettre votre adresse email. Vous pouvez le prendre directement et vous pouvez le partager. Diffusez le guide à mort partout, à plein de monde, pour aider un maximum de monde. Franchement, ça a touché des milliers de personnes. Et dans ce guide, je vous montre justement comment comprendre la multipotentialité, comment s'assumer, les carrières adaptées et la philosophie adoptée pour vous débloquer avec ça. Parce que si vous êtes comme ça, le but et ma philosophie, que ça soit sur le fait d'être introverti, hypersensible, multipotentiel ou autre, les profils qu'on dit atypiques, vous êtes heureux quand vous vous assumez et que vous alignez votre vie et votre carrière avec cette personnalité. Restez vous-même. Quand vous êtes vous-même, c'est là que vous rayonnez, c'est là que vous êtes bien, et ne laissez pas le jugement des autres vous freiner. Vraiment, vous, dès que vous êtes bien avec vous-même, dès que vous êtes en confiance, dès que vous êtes animé par des choses qui vous passionnent, le jugement des autres, il ne compte plus. Et il y a un point quand même qui est important parce que je crois qu'il faut aller aussi dans...
J'ai parlé du parcours et je sais que ce qui vous intrigue aussi beaucoup pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs ou qui sont déjà entrepreneurs et qui veulent peut-être passer à un autre niveau, vraiment en vivre, être plus serein, être plus libre. Voici vraiment les étapes qui ont fait la différence pour moi et les déclics qui cassent les paliers. Ça revient beaucoup. On me pose beaucoup cette question en événement. Ça veut dire, Johan, comment tu fais comment t'as fait avec tel palier pour te débloquer, passer au palier suivant? Et justement, pour répondre à ça, j'ai fait une checklist. Alors, je sais, ça fait beaucoup de choses que je vous recommande, mais en même temps, comme c'est un format long et que s'il y a vraiment une thématique, un sujet qui vous intéresse, je mets directement une ressource qui peut vous aider à aller plus loin si la thématique vous intéresse. Et j'ai fait la checklist des priorités et je montre selon où vous en êtes dans le business, quelles sont vos priorités pour passer les différentes étapes. Donc, vous vous lancez, vous avez déjà l'idée, vous commencez à avoir vos premiers clients, vous avez plein de clients, vous voulez scaler et plus vendre votre temps. J'explique toutes les étapes. Donc, allez voir la checklist. C'est gratuit et ça va vous montrer un petit peu qu'est-ce que vous devez faire selon où vous en êtes. Mais dans mon parcours, voici comment ça s'est passé. Déjà, quand j'ai commencé de zéro, j'avais rien. Donc, qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai utilisé mon temps et mon cerveau. Donc, j'ai utilisé mon temps, mon cerveau et aussi mon réseau. Donc, ce qui fait que j'ai commencé aussi à aller essayer de rencontrer par le réseau, par la famille, qui a besoin de créer un site, qui a besoin de peut-être de prestations par rapport à son marketing digital, etc. Commencer à l'époque, c'était vraiment la mode de la géolocalisation. Donc j'ai bossé avec beaucoup d'entreprises plus classiques, restaurants, bijouterie, etc. Ensuite, ça c'était plus le consulting. J'ai commencé à vraiment aller chercher les gens avec les dents, à utiliser la recommandation, à parfois travailler gratuitement pour avoir une mise en relation, avoir des testimonials, donc des témoignages et tout. Ensuite, j'ai commencé à me faire ma petite clientèle, mais c'était pas encore ça. En plus, comme j'étais étudiant, j'avais pas toujours le temps de le faire. En parallèle, j'ai commencé à créer un blog. Et ce blog, dessus, j'ai partagé beaucoup de conseils sur la productivité et je documentais. En fait, j'ai documenté tout ce que j'expérimentais en tant qu'entrepreneur étudiant. Et à ce moment-là, j'ai commencé à partager des petits tips sur l'organisation parce que je gérais plein de choses en même temps, des perspectives sur l'entrepreneuriat, sur le marketing. Et j'ai commencé à avoir des gens qui arrivaient sur ce blog, qui commençaient à me connaître. Et puis à un moment, j'ai découvert qu'on pouvait aussi, si on a une audience sur le web, qu'on peut aussi la monétiser entre guillemets. Et je me suis dit, attends, là je suis en train de vendre mon temps, je vais finir mes études, j'en ai marre, je travaille comme un taré. En plus, franchement, le travail le plus ingrat de freelance, de création de site web, les clients ils veulent changer tout le temps, ça prend une plombe, tu fais un truc, le gars il change après, parfois t'es pas payé à temps. Enfin, franchement, c'était une période un peu difficile. Et je me suis dit, non, mais en fait, quitte à avoir un bac plus 5, franchement, je me prends un CDI et je fais la même chose et je suis bien payé parce que là, je fais un truc et je me paye une misère. Donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? J'ai une audience. Pourquoi ne pas proposer quelque chose qui serait en ligne? Pourquoi ne pas proposer, peut-être, à l'époque, c'était des formations, des e-books et tout. Donc, je me suis dit, ok, c'est quoi que tu maîtrises vraiment maintenant? Et c'est quoi la thématique qui est la plus intéressante? J'avais un blog à l'époque qui était proinfluence.com, qui existe encore, mais il est plus trop animé. Et sur proinfluence.com, j'ai commencé à avoir vraiment entre 200 et 500 visites par jour. C'est pas mal, vraiment pour l'époque, c'était pas mal. Et je me suis dit, ces gens-là, ils sont sûrement intéressés par des choses sur l'influence. Donc j'ai sorti un produit sur la négociation. Et je vous la fais courte parce que, encore une fois, j'ai raconté mes échecs de premier lancement. Ça a été j'ai fait 2 ventes. Donc ça a été un flop, mais j'étais content, hein. 2 ventes, t'as jamais gagné ta vie sur le web, tu fais 2 ventes sur internet, t'es dit waouh, c'était sur PayPal. Ça a moyennement marché. Il y a eu des ventes après, mais c'était pas une dinguerie. Et d'ailleurs, j'ai rencontré l'un de mon tout premier client sur le web, sur ProNégociation, je l'ai rencontré à un séminaire il y a quelques années. C'était marrant. Ensuite, j'ai décidé, c'est quoi le deuxième truc que tu peux faire? J'avais la méthode de créativité que j'utilisais beaucoup. J'ai dit, je vais sortir la méthode Créate sur la créativité, le premier acronyme que j'ai lancé. Et je me suis dit, voilà, il y a des gens qui sont intéressés pour les entrepreneurs, pour innover, tête dans le guidon, etc. J'étais vraiment passionné par l'innovation à ce moment-là. Donc j'ai lancé ça. J'ai fait un petit peu plus de ventes, mais pas de quoi encore en vivre, hein. Franchement, tu gagnais à peine, t'arrivais même pas à 1 000 € en fait, sur plusieurs semaines. Donc là, je me suis dit, c'est pas mal. Il y a un truc, hein, je tiens un truc, mais je vais pas en vivre comme ça. Et 3e lancement. Donc là, on arrive plus loin. Et je me dis, non, là, j'en ai marre. Entre-temps, hein, on arrive au fameux automne où je travaille en grande surface. Et je passe Noël en Martinique, je rentre, je reviens et je dis, bon, là, 2012, j'en ai marre. Et je parle vraiment de la partie online. Et quand j'étais en Martinique, j'ai eu entre-temps des contrats de freelance.
Donc voilà, je la fais courte, mais à côté de ça, j'avais quand même des prestations que je devais assurer hein, en tant que consultant et agence freelance entre guillemets. Et après, tac, on arrive aux portes du printemps 2012. Et là, je me dis, et si je lançais un truc sur la productivité, parce que c'est le sujet qui marche le mieux sur mes visites sur mon blog. Et j'ai sorti, à l'époque c'était Agir, accomplir ses projets, je crois. Et productivité, procrastination, tout ça. Et là, explosion de vente. J'ai lancé le truc par email le matin, je me rappelle, j'étais à déplacement à Paris. Et je lance le truc, je suis en stress. J'étais tellement en stress, j'ai envoyé l'email le matin, j'ai même pas programmé. J'ai fait envoyer à 8h, je suis retourné me coucher pour être dans le déni. Et à un moment, par curiosité, je dis 8h30, je regarde et je vois notification PayPal. Et puis après, je vois que ça augmente. Et là, je me dis, oh et là, je fais en 2 jours plus de 2000 € et je me dis, waouh. En fait, j'ai 2000 € à l'époque par mois, ça me suffisait pour vivre. Je me dis, en fait, j'y suis arrivé. Après, il commence à avoir le stress. Tu te dis, est-ce que je peux le refaire? Parce que ça se trouve, tu avais une liste, tu avais des gens, tu as fait le truc, mais est-ce que ça va continuer? Et du coup, non, ça n'a pas continué. Mais au fil des années, j'ai trouvé d'autres modèles. Après ça, je suis parti à New York, j'ai eu des clients en consulting, j'ai eu des clients qui commençaient à acheter mes produits. Donc j'ai mis en place le petit système et sur le blog, il y avait le truc avec la possibilité d'acheter mes produits par rapport aux articles. Et du coup, il y avait des ventes. Mais c'était d'un mois à l'autre, ça variait énormément. Et en plus, c'était très basé sur le SEO. Et à l'époque, quand Google a changé, ça m'a mis une grosse claque. Et là, on avance. À un moment, j'ai eu un modèle où je lançais des programmes régulièrement. Donc chaque mois, ça me faisait des bons trucs. Mais c'était fatigant. Et après, j'ai commencé à sortir des plus gros programmes. Parce que je me suis dit, là, il me faut trop volume de clients. Je vendais des trucs à entre 50 et 100 €. Il fallait vraiment beaucoup de monde pour être rentable. Et je me suis dit, bon, j'ai pas une grosse audience, je vais essayer de lancer des plus gros programmes. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à mettre en place des modèles entre des petits et des gros programmes. Ça se vendait. Je faisais du mailing. J'ai commencé à faire de la vidéo sur YouTube. Là, je fais un bond dans le temps. Là, les leviers qui ont fait la différence, ça a été la visibilité sur les blogs, sur YouTube. À l'époque, vraiment, ma chaîne, entre 2013 et 2017, ma chaîne YouTube, elle a vraiment explosé et performé. Et à ce moment-là, parce que c'était l'âge d'or aussi de YouTube, et là, j'ai eu beaucoup de trafic, beaucoup de clients sur différents programmes. Et ensuite, on fait un gros bond dans le temps. J'ai commencé à beaucoup plus passer en système. La différence se fait sur les systèmes, sur les funnels, sur l'acquisition, mesurer aussi d'où viennent les gens, qu'est-ce qui marche, etc. Donc là, c'est tout un travail d'optimisation et de croissance, tout en systémisant ce qui fonctionne, donc permettre que ça puisse tourner automatiquement. Donc j'ai réussi à faire ça pendant des années, et puis après j'ai lancé l'écosystème Game Entrepreneur qui a cartonné, où là en fait la différence c'est que c'était des plus gros volumes et des périodes sur les trimestres où j'avais beaucoup de clients, mais c'était beaucoup plus gros clients et mélangés à des petits programmes. Donc en fait, j'ai trouvé un équilibre qui fait que mon business, il s'est développé comme ça. Et après, en 2019, je suis passé beaucoup plus sur l'événementiel et mon modèle économique était beaucoup basé sur les immersions, etc. et les consultings. Et en 2020, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Et en 2020, j'ai dû repasser à fond sur le business en ligne. Voilà. Et après, on a continué, je me suis adapté. Bref, c'est pour vous dire que dans cette évolution, ça a toujours été du test and learn. Et ce que j'ai appris de plus important, vraiment, et ça je vous le dis, c'est très important. Ce que j'ai appris, c'est que j'ai eu pendant toutes ces années vu beaucoup de modèles, les lancements orchestrés, donc les super lancements. Il y avait aussi Cash Machine de Frank Kern où il automatisait à mort et tout. Enfin, il y avait plein de modèles pour gagner sa vie et on s'y perd. Et en fait, j'ai essayé des modèles. Par exemple, les super lancements, moi, ça n'a jamais marché. C'est pas mon truc. L'Evergreen marche mieux. J'ai trouvé mon modèle et je sais qu'il y a beaucoup de façons qu'on vous montre de faire du marketing et du business. Il y a beaucoup de modèles, mais il faut trouver celui qui est adapté à votre personnalité, à votre fonctionnement, à votre besoin aussi psychologique. Parce que moi, tout basé sur des lancements, ça me stresse. Je me dis, je base toute mon année, mon CA sur des lancements. Je dépends de partenaires et tout. Moi, j'aime pas dépendre des autres ou de timing ou me dire là, t'as une chance, le truc faut qu'il soit parfait. Moi, je suis plus pour l'evergreen et la régularité. Vous avez compris, ma force c'est la régularité. Donc moi, je crée plutôt des systèmes qui
qui tourne régulièrement et ça me rassure aussi et je suis plus au contrôle. Donc trouvez un modèle qui vous correspond et c'est là que ça fera une différence. Voilà pour tout ce que je voulais partager avec vous. Je sais que c'était long, mais je voulais vraiment faire un format long et je voulais partager en même temps comment vous voulez faire un truc différent sur autant d'années et je voulais vraiment vous montrer aussi ce qu'il y a derrière tout ce que vous voyez, ce qu'il y a aussi dans l'état d'esprit, ce qu'il y a dans les choses qu'on ne montre pas forcément, dont on ne parle pas. Et j'ai toujours eu cette ligne de conduite de vous montrer les échecs mais aussi les réussites, de vous montrer les résultats, les conséquences mais ce qui les provoque pour vous aider à avoir le fond et vous rendre autonome. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. Si vraiment, si vous pouvez faire quelque chose qui pourrait beaucoup aider, c'est ne pas hésiter à mettre des petits likes et puis surtout à laisser des petits commentaires. Ça aide dans l'algorithme parce que j'en ai parlé dans la précédente vidéo. On a dit, j'avais répondu à la question pourquoi j'avais si peu de vues alors que mon contenu était bien pour ceux qui aiment. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'audience de l'ombre, donc n'hésitez pas pour référencer les vidéos, pour qu'elles soient plus mises en avant. Si vraiment vous aimez ce que je fais, la meilleure solution, ça vous coûte rien. Laissez un like, un petit commentaire, même si c'est un commentaire avec des emojis ou autre, ça permet en fait de booster l'algorithme pour que le YouTube se dise, ok, ah, tiens, il se passe un truc. Parce que je crois que le souci, c'est que quand on est là depuis très longtemps, il y a des hauts, des bas et du coup l'algorithme nous met de moins en moins en avant là quand on lance quelque chose de nouveau. Je le sais parce que j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube sur un autre projet et elle marche beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc ça vraiment c'est ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment contribuer et aider à ce qu'on continue. Et quelle va être la suite? On continue, je vous laisse des surprises, vous allez voir, j'en parlerai après. Et puis surtout, n'oubliez pas de continuer d'agir en conscience, de mettre du sens et de la passion dans ce que vous faites. Et puis si vous voulez profiter des petits cadeaux que je vous ai fait pour mon anniversaire, vous avez tout en descriptif. Et puis n'hésitez pas à me suivre aussi sur les différents réseaux. Je vous souhaite beaucoup de succès, merci à vous d'être encore fidèles, d'être là. Et on se retrouve pour des futures aventures. À très bientôt.